Bienvenue à votre premier cours de chimie organique. Nous commençons tout d'abord avec le chapitre 1, avec de l'introduction et de la révision. Nous avons le projet de revoir les concepts qui ont été rencontrés en chimie générale et en chimie des solutions et qui seront réutilisés au cours du cours de chimie organique. Commençons tout d'abord avec notre compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'un atome. Au centre d'un atome est concentrée la masse de l'atome. Cette masse est concentrée dans le noyau et elle est constituée des protons et des neutrons. Je vous rappelle que les protons sont positifs, de charge positive, et les neutrons sont neutres. La charge positive à l'intérieur d'un atome est contrebalancée par la charge négative d'un électron, qu'on pourrait écrire E- et qu'on abrevie très souvent juste par E. Et donc, les atomes sont neutres s'ils ont le même nombre de protons que d'électrons. Si on se concentre sur ce qui se passe dans le noyau, par exemple, on peut définir qu'un atome qui possède 6 protons est un atome de carbone. C'est le nombre de protons qui donne l'identité à un élément. Par contre, le nombre de neutrons, lui, pour un même élément, peut varier. Par exemple, ici en haut, le carbone, qui possède 6 protons et 6 neutrons, possède 6 particules de masse de type proton et 6 de type neutron, ce qui lui donne un total de 12. Et donc, le carbone 12 est un carbone qui a 12 particules élémentaires qui ont une masse significative. Les électrons ne comptent pas. Si on a un atome de carbone, donc 6 protons, et qu'on lui donne 8 neutrons, on se retrouve avec un carbone 14. Les deux éléments ensemble, l'un par rapport à l'autre, sont des isotopes, c'est-à-dire qu'ils possèdent le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. C'est tout ce que nous allons voir par rapport à la chimie nucléaire. Ce n'est qu'un rappel bref et très général. Nous allons nous concentrer lors de l'étude de la chimie organique sur le comportement des électrons. Quelle espèce possède beaucoup d'électrons? En quelle quantité? Quelles sont leurs caractéristiques? Et nous allons étudier les réactions chimiques, qui ne sont en fait que des transferts, des partages, des dons d'électrons entre les éléments. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur ce que nous avions vu ou ce que nous allons utiliser par rapport aux électrons. Si le noyau est au centre, les électrons sont autour d'un atome. Non pas nécessairement sur des orbites, comme des planètes autour du Soleil, mais la mécanique quantique nous avait indiqué que les électrons seraient probablement plus dans des zones de probabilité autour du noyau. Des zones qu'on avait appelées des orbitales. Ces zones étaient faites en 3 dimensions de différentes formes. Par exemple, une de ces zones-là, une zone qu'on a appelée S, est une zone de forme sphérique. Une zone de forme sphérique qui ne peut avoir ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite. Ensuite, une autre forme possible était la forme à 2 lobes, une forme bilobée. Un lobe en haut, un lobe en bas. Le noyau, lui, il est placé au centre des 2 lobes, à un endroit où les électrons ne peuvent pas être. Tandis que le noyau se retrouvait ici au centre d'une sphère. Donc la sphère avait pour centre le noyau. Pourquoi il existe sur mon dessin 3 orbitales P, des orbitales bilobées? Eh bien, c'est parce que pour une orbitale à 2 lobes, comme ça, il peut exister 3 types d'orientation dans l'espace. Par exemple, dans un système cartésien avec les axes X, Y et Z, tous perpendiculaires les uns par rapport aux autres, il serait possible d'avoir une orbitale P selon l'axe des Y, donc une PY, une orbitale P selon l'axe des Z, donc la PZ, et une orbitale P selon l'axe des X, donc une PX. 3 orientations différentes pour la même orbitale, donc 3 orbitales différentes. C'était les formes générales des deux types d'orbitales les plus simples. Il existait bien sûr les orbitales D, dont certaines d'entre elles étaient tétralobées, et les orbitales
F, G et ainsi de suite. Mais pour la chimie organique, nous allons nous concentrer sur les S et les P. Lorsqu'on parlait des atomes et de leur nombre d'électrons, par exemple le carbone. Le carbone, s'il possède 6 protons, tel que mentionné précédemment, il possède donc 6 électrons. Ces 6 électrons-là sont quelque part autour du noyau pour contrebalancer les 6 protons. Mais ils ne sont pas tous à la même distance, ni au même endroit, au même moment. La mécanique quantique nous avait introduit l'idée de différentes orbitales à différents niveaux d'énergie. Par exemple, dans un diagramme énergétique où l'énergie sur un axe serait basse et haute, eh bien, les orbitales pourraient être de différentes énergies classées en ordre croissant. Par exemple, ici, l'orbitale 1s est plus basse en énergie que la 2s, qui est plus basse en énergie que la 2p et la 3s. Les 6 électrons du carbone doivent être placés dans ces orbitales-là autour du centre, mais ils vont être à différentes énergies. Il y avait 3 règles pour remplir les orbitales autour d'un noyau. La première, c'était qu'on devait remplir les orbitales en ordre croissant d'énergie. Donc on commence par les orbitales de plus basse énergie et on monte. La deuxième, c'est qu'on devait placer au maximum 2 électrons par orbitale. Et la troisième, c'est que dans une même orbitale, il n'y a pas 2 électrons de même spin. Si vous voulez, 2 électrons qui tournent dans la même direction autour d'eux-mêmes. Je vous explique. Les 6 électrons, nous allons les placer en les symbolisant par des flèches à une tête. Pas 2 têtes. Ça sera une flèche à 2 têtes. Ça, c'est une flèche à une tête. Un électron, une tête. Le premier électron, on le place là, mais le deuxième, dans une même orbitale, la règle numéro 3, il n'y a pas 2 électrons de même spin. Celui-là a un spin de plus une demi. Le deuxième, je le place donc à l'envers avec un spin de moins une demi, si vous voulez. Je remplis l'orbitale qui est suivante en plaçant 2 électrons. Et lorsqu'on arrive au niveau 2p, on a 3 orbitales de même énergie. On place le premier électron dans une et au lieu d'en mettre un deuxième dans l'orbitale de gauche, on en met un dans l'orbitale du centre. Parce que c'est comme si on avait 2 inconnus qui se louent des chambres d'hôtel sur le même étage. Ils n'iront pas choisir la même chambre et dormir dans le même lit. Ils vont prendre des chambres séparées. Beaucoup plus bas en énergie. Voici une façon de représenter les énergies des orbitales. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est la configuration électronique du carbone, c'est-à-dire où sont les électrons. Les électrons sont dans la 1s, dans la 2s et dans la 2p. C'est comme une liste. J'ai 2 électrons dans la 2s, dans la 1s, 2 électrons dans la 2s et au total 2 électrons dans les 3 2p. J'ai donc 6 électrons, 2 plus 2 plus 2, dans mon carbone. Il y avait une autre façon qu'on avait utilisée de symboliser cette configuration électronique-là. C'était l'utilisation des cases qu'on appelle des cases quantiques. Des cases qui représentent des orbitales. Une case, un orbital. Une deuxième case, une deuxième orbitale. Et pour les 2p, qui sont tous de même énergie, 3 orbitales collées, 3 cases collées pour les 3 orbitales. Et on place les électrons à l'intérieur. 2 électrons et encore une fois 2 électrons, mais dans les orbitales séparées. Ceci représentait le carbone à l'état fondamental. Le carbone à l'état fondamental possède 6 électrons et voici sa configuration électronique. Ça nous permet de décrire quelque chose. Le carbone possède des électrons qui sont célibataires. Ils sont tout seuls dans leur orbital. Le carbone possède aussi des électrons qui sont pairés avec un autre. On appelle aussi des électrons appariés ou bien tout simplement des doublets.
pas les électrons doublés, mais simplement, voici un doublet, c'est-à-dire deux électrons appareillés ensemble. Le carbone dans la nature n'existe pas sous la forme, pardonnez-moi, sous la forme de carbone fondamental. Il existe sous la forme de carbone excité. Qu'est-ce que ça veut dire excité? Regardez bien. Si je fais le schéma des cases quantiques, 1s, 2s, 2p, du carbone excité, j'ai mes deux électrons dans la 1s, je n'ai qu'un seul électron dans la 2s. C'est comme si le deuxième qui était ici est allé se placer dans l'orbital vide qui est là. Écrivez-la. Cette orbitale-là était une orbitale vide. Nous allons nous servir des orbitales vides et des doublés lorsque nous allons analyser les acides et les bases de Lewis. Donc, je reviens à mon carbone excité. On le symbolise parfois par un carbone avec, ou un atome avec un astérisque, pour dire qu'il est excité. Le carbone excité possède 4 électrons célibataires. Lui qui était ici, ça va ici. On le replace la tête vers le haut pour être comme ses copains. Et il a 4 électrons célibataires. Voilà. Maintenant, un concept que nous n'avons toujours pas touché est le concept d'électron de valence. Retournons à l'atome qu'on avait tout en haut ici. Les électrons de valence. Que sont les électrons de valence? Je vous laisse chercher. Si le concept d'électron de valence ne vous dit rien, eh bien, ce sont les électrons qui sont sur la dernière couche, la dernière orbitale. Les électrons qui sont le plus près de l'extérieur pour un atome, ceux qui vont interagir avec d'autres atomes ou le milieu. Les électrons, tous les autres qui sont à l'intérieur, sont des électrons de cœur. Et donc, on a toujours moins d'électrons de valence, souvent pour les atomes, sauf pour les plus légers, que d'électrons de cœur. Et comment on fait pour trouver le nombre d'électrons de valence? Eh bien, c'est simple. On n'a qu'à se rappeler du tableau périodique, entre autres. Le tableau périodique, tel qu'il est écrit ici, on vous demande de connaître les 3 premières périodes par cœur. Vous vous souvenez ce que c'est une période? Une période, c'est une rangée. Et donc, la période 1, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, il y en aura une septième, qu'on n'a pas écrit ici, eh bien, on vous demande d'apprendre les 3 premières périodes du tableau périodique. On vous demande aussi d'apprendre que les chiffres en haut des colonnes sont 1, 2. Vous n'apprendrez pas les chiffres en haut de la colonne des métaux de transition, même si vous le savez, parce que vous vous rappelez de votre NYK, mais c'est 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour les familles. Ce sont des familles, pardon, ou des groupes. Les familles ou les groupes, le nombre qui est en haut, le chiffre 1, 2 jusqu'à 8, c'est le nombre d'électrons de valence des éléments de ce groupe. Par exemple, notre fameux carbone ici, il est dans la famille 4, donc le carbone a 4 électrons de valence. L'hydrogène 1, l'azote 5 électrons de valence, etc. Et donc, vous pourrez vous servir de ce que vous aurez appris par cœur, les 3 premières rangées. Donc, vous arrêterez à l'argon ici, pour vous rappeler du nombre d'électrons de valence qu'ont les éléments. Voici ce que nous avons vu ensemble pour la première période. Merci beaucoup. Bonne rentrée. À bientôt.